Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement en version française en cette soirée du vendredi 18 juillet 2025. Dans les actualités de ce jour, l'association FITI, dirigée par la première dame Mial Radouel, a également pris part au stand d'exposition organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la population ce jour au Palais des Sports et de la Culture Mahamassen. L'association FITI s'est distinguée par son engagement constant en faveur du bien-être social, en particulier dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Reportage de Fenara Soul et Sechan Jenap. Les 30 stands installés au Palais des Sports et de la Culture de Mahamassen à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population organisée par le ministère de la Population et de la Solidarité ont chacun leur spécificité. L'événement a rassemblé divers services du ministère ainsi que plusieurs partenaires œuvrant dans le domaine social, notamment le ministère de la Santé publique qui a proposé des services de santé en particulier à destination des femmes, les directions régionales du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la direction régionale du ministère de la jeunesse et des sports, axée sur les jeunes et leur accès à l'emploi décent, plusieurs ONG et associations œuvrant dans les domaines de la nutrition, de la protection des droits des femmes et des enfants, dans l'association FITI, qui s'est particulièrement démarquée lors de l'événement. Le stand de l'association FITI a attiré de nombreux visiteurs, notamment grâce aux services proposés en matière de protection des femmes et des enfants, un domaine dans lequel l'association est activement impliquée depuis plusieurs années. Des mères de famille, des jeunes femmes victimes de violences ou encore des témoins de violences dans leur communauté sont venus sur place pour demander conseil et des informations sur la prise en charge et la dénonciation de ces violences. Des professionnels qualifiés étaient présents pour les écouter et leur offrir une assistance immédiate. En plus des services habituellement proposés au sein du centre de l'association FITI à Mahamassen. Rappelant que l'association FITI ne se limite pas à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, elle intervient également pour protéger les personnes en situation de handicap et initie diverses actions sociales à large portée. Partant à présent à Ikong, où la situation sur le paludisme s'améliore, Refa fit une mère de famille dans le Foucontagne de Vunka, district d'Ikong, ayant contracté par 2 fois le paludisme, encourage la population à se rendre chez un médecin dès l'apparition des symptômes. Le paludisme sous une forme sévère peut être bien guéri s'il est pris en charge à temps. Les dépistages se poursuivent dans les 5 communes les plus touchées par la maladie. Christelle Rakousmalal nous en dit plus. La distribution d'aide par le couple présidentiel via la DASP se poursuit dans le district d'Ikong, tout comme les campagnes de nettoyage dans les Foukoutane. Les 15 et 16 juillet, des tests de dépistage ont été réalisés dans 5 communes, portant un total de 328 personnes. D'après le rapport du Corrupi, 164 d'entre elles ont été testées positives au paludisme, dont 55 adultes et 127 enfants. Des agents de santé continuent également les descentes sur le terrain. Refaf, déjà touchée 2 fois par le paludisme, a de nouveau participé à ces actions. Cette fois-ci, le test qu'elle a effectué était négatif et elle s'en est réjouie. Elle appelle tout le monde à consulter un professionnel de santé dès l'apparition de symptômes comme les frissons, les maux de tête ou la fièvre. Elle incite aussi la population à utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Toujours dans cette page santé, les jeunes bénéficieront d'une attention particulière dans le cadre de la planification familiale afin de leur garantir un avenir sûr. Le projet intitulé Réussir grâce à la planification familiale FP 2030 a été officiellement lancé aujourd'hui. Il s'agit d'une stratégie visant à améliorer la santé des mères et des enfants tout en générant des effets positifs sur le plan économique. Ce projet reflète la volonté de Madagascar aux côtés de ses partenaires de renforcer le bien-être de la population. Des campagnes de sensibilisation sont également prévues pour informer le grand public sur les avantages qu'apporte son utilisation. Cette stratégie contribue à l'autonomisation des femmes et à leur pleine participation au développement économique. Elle s'inscrit également dans la politique générale de l'État en matière de planification familiale et de protection sociale. Le projet FP 2030 est mis en œuvre par le ministère de la Santé publique en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers ainsi que les différents départements ministériels concernés. Écoutons la secrétaire générale du ministère de la Santé publique. Pourquoi le titre rendu possible par la planification familiale?
car la planification familiale n'est pas une simple offre de services de santé. C'est un acte de souveraineté sociale, un levier stratégique de développement et surtout un engagement politique fort en faveur de la dignité humaine, de l'autonomisation des femmes et de l'avenir de notre jeunesse. Et aussi parce que la planification familiale n'est pas seulement un simple service de santé, mais il s'agit aussi d'un acte politique, d'un choix de société, d'une promesse d'avenir. Comme nous le savons, elle réduit la mortalité maternelle, permet aux jeunes filles de poursuivre leurs études, comme témoigné tout à l'heure, et donne aux femmes le pouvoir de choisir et de construire leur vie, et à tous la capacité de se développer et de s'épanouir. C'est pourquoi, conformément à la vision présidentielle, la planification familiale a été inscrite comme une priorité transversale dans la politique générale de l'État. Parlons toujours santé dans ce prochain reportage. Le service de cardiologie de l'hôpital Joseph Rasset à Befelintan accueille quotidiennement entre 40 et 50 patients venus consulter pour des problèmes cardiaques. En plus des équipements disponibles à l'hôpital, des dents provenant de bienfaiteurs sont aussi offerts pour soulager les difficultés rencontrées par les malades. Fin de Sénat Mireille et Yves Janel. Le service de cardiologie de l'HJRB est clairement divisé en deux sections. La consultation qui attire chaque jour un grand nombre de patients, entre 40 et 50 par jour, et l'hospitalisation avec 18 lits disponibles en chambre commune, ainsi que 4 chambres individuelles payantes, explique le docteur Ramian Sourichi, cardiologue. De nombreux patients sont en situation de précarité, mais certains équipements et médicaments sont indispensables et doivent être achetés. Heureusement, des dons de bienfaiteurs permettent d'alléger leurs charges. Les dons remis aujourd'hui à l'hôpital Joseph Rasset de Befelintan s'élèvent à 15 000 €. Dans un tout autre sujet, parlant réhabilitation des routes, la première partie de la route nationale, le numéro 12A, est désormais achevée. Cette route nationale relie Wangenjan à Tolanyaro. La deuxième phase des travaux de réhabilitation de cette route va bientôt commencer, selon les déclarations du ministre des Travaux publics, Rafid Richard Théodore, actuellement en visite sur place. Reportage de Razramanan Zatouf. La première partie de la route nationale 12A, partant de Wangenjan jusqu'à Somsisk, est entièrement achevée. Elle est goudronnée et répond aux normes exigées en matière de construction de routes. La réalisation complète de la RN 12A reliant Wangenjan à Tolanyaro est une promesse du président de la République Andry Rajoelina. Le ministre des Travaux publics a affirmé que cette promesse sera tenue. Ainsi, après l'achèvement total de cette première portion, les travaux de la deuxième partie vont également débuter. La RN 12A fait partie de la route du Soleil qui traverse le pays du Nord au sud. Son achèvement permettra de soulager les difficultés rencontrées par les populations locales et aura un impact positif sur l'économie du sud-est de Madagascar. Lors de sa visite sur place, le ministre des Travaux publics s'est entretenu avec les élus et les responsables locaux sur les moyens de préserver et d'entretenir la route RNT 18 qui relie Wangenjan à Befutak et Midugatsim. Dans un tout autre sujet, parlons des relations entre Madagascar et les pays étrangers. La première édition du salon Japon à Madagascar a débuté aujourd'hui à Nkounjan et se tiendra sur 2 jours. Cet événement vise à renforcer les relations entre Madagascar et le Japon en créant un espace d'échange autour des domaines de coopération existants tout en ouvrant la voie de nouvelles collaborations, notamment dans les domaines de l'innovation technologique et du respect des traditions culturelles. Reportage sur les images de Ntaran. Pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, l'hôtel Ibis Nkounjan accueille les différents acteurs œuvrant au développement des relations entre Madagascar et le Japon dans le cadre du Salon du Japon à Madagascar. Les liens entre les 2 pays sont déjà solides, comme en témoignent les nombreux projets japonais de soutien au développement social et économique de Madagascar.
Cet événement s'inscrit également dans le cadre du projet One Country One Day, mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères malagasy pour valoriser les relations diplomatiques fortes qu'entretient Madagascar avec certains pays partenaires, dont le Japon. Madagascar ne se limite pas à recevoir, le pays participe également activement à la valorisation de ce partenariat à travers sa présence et son soutien aux événements organisés par le Japon, comme la TICAD. À un niveau supérieur, la coopération existante, que cette coopération ne soit pas uniquement portée sur l'aide au développement, mais qu'il s'oriente davantage vers les partenariats économiques. Et en choisissant de participer au sommet TICAD 9, Madagascar va vraiment insister sur la promotion du développement économique et des investissements directs étrangers, l'encouragement pour le transfert de technologies et la montée en compétences pour nos entreprises afin de tirer parti du savoir-faire japonais en matière de haute technologie, en matière d'industrialisation verte, et aussi nous le savons qu'il y a une véritable opportunité dans les partenariats dans le cadre des nouvelles technologies et de la robotique. Nous avons à Madagascar plusieurs jeunes qui sont capables d'exceller dans la robotique et ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Ce salon de 2 jours sera également rythmé par des conférences variées, avec notamment la participation de ce matin du ministre des Affaires étrangères malagasy et de l'ambassadeur du Japon à Madagascar. Des animations culturelles, de la gastronomie japonaise et d'autres spécificités des 2 pays seront présentées à travers différents stands accessibles au grand public. Pour poursuivre ce journal, parlons économie toujours, relancer la filière banane emblématique du district de Brickaville. Tel est l'objectif du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Pour démarrer ce projet, 200 plants de bananiers seront mis en terre sur une superficie de 15 hectares. La culture suivra les normes agricoles actuelles en tenant compte des exigences liées au changement climatique. En parallèle, les paysans de Brickaville ont également bénéficié de formations sur des techniques agricoles efficaces telles que la méthode Fomvusa ainsi que la culture du riz papri. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la caravane de formation menée actuellement par le gouvernement. Les détails avec Onienne Martina et Sechenjena. Une culture de bananes respectant les normes agricoles est introduite auprès des agriculteurs de la commune urbaine de Brickaville dans la région Antsnanen. 3 variétés de bananiers, le Betavi, le plantain et la Ranzali, seront cultivés avec un total de 200 plants sur une superficie de 15 hectares selon les explications. L'objectif du projet est de redonner à la filière banane toute sa valeur dans la région. Comme l'a expliqué le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, venu personnellement rencontrer les paysans sur place, ce projet vise à augmenter la production dans tous les secteurs à Madagascar pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et intégrer un système de production performant. Les agriculteurs recevront toutes les techniques nécessaires aussi bien pour les cultures de diversification que pour la culture du riz. Les techniques agricoles Fomvusa et le programme Rizikol Papri ont également été enseignés aux nombreux paysans du centre-ville de Brickaville dans le cadre du projet gouvernemental Caravane de formation. Par ailleurs, l'élevage de volets est aussi encouragé à travers ce projet pour soutenir les revenus des agriculteurs. Convaincus de la nécessité de moderniser les systèmes de production, les paysans du Brickaville adhèrent à cette vision. 3000 poussins ont été remis à 30 coopératives d'élevage en soutien à l'autonomie alimentaire et à l'amélioration des revenus. De plus, l'usage de matériel agricole moderne, tels que des tracteurs, était présenté, marquant une étape dans l'évolution des pratiques et des techniques agricoles locales. Dans le reste de l'actualité locale, le 18 juillet 1995, 18 juillet 2025, cela fait maintenant 30 ans, exactement 30 ans aujourd'hui que l'avion militaire DC-3 s'est écrasé près de la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Ivat. Les passagers de cet avion revenaient d'une mission humanitaire médicale effectuée par une association à Maintrand et rentraient à Antananarivo lorsqu'ils ont été victimes de ce tragique accident, coûtant la vie à 36 des 40 personnes à bord. Une cérémonie de commémoration a eu lieu aujourd'hui à Ivat, sur les lieux du drame, avec un témoignage poignant d'un des rares survivants toujours en vie à ce jour. Les détails avec Indara Razanaville. C'était au bout de cette piste d'Ivat qu'a eu lieu le crash de l'avion militaire DC-3 le 18 juillet 1995.
L'appareil transportait 40 personnes, dont 36 ont perdu la vie. Seuls 4 ont survécu, parmi lesquels Zouzar Bouka, toujours en vie aujourd'hui, qui a livré un témoignage émouvant sur ce qu'il a vécu. Ces passagers faisaient partie d'une association caritative indo-pakistanaise qui venait d'accomplir une mission médicale humanitaire à Maitran et rentrait à Antananarive avec plusieurs médecins étrangers à bord. Pour les familles des victimes, cette commémoration est un moment nécessaire de souvenir. Elles ont rappelé que ceux qui ont péri avaient accompli une œuvre utile pour le pays et qu'un tel drame ne devrait pas tomber dans l'oubli. Ces événements ne doivent pas passer sous silence. Ils méritent d'être commémorés et les familles endeuillées, soutenues, a souligné le ministre des Transports et de la Météorologie. Il a également évoqué l'importance de tirer des leçons de ce genre de tragédie pour mieux prévenir les accidents à l'avenir. Une cérémonie d'hommage s'est tenue aujourd'hui sur le site du crash avec le dépôt de gerbes de fleurs en mémoire des 36 victimes de l'accident de l'avion DC-3. Les actualités internationales de ce soir, alors que les États-Unis accélèrent les expulsions de migrants d'origine latino-américaine, des milliers d'Américains choisissent depuis plusieurs années de s'installer au Mexique. Longtemps bien accueillis, ils font désormais face à une hostilité croissante alimentée par les mauvais traitements infligés aux migrants latino-américains aux États-Unis, mais aussi par la gentrification et la flambée immobilière dans les quartiers centraux de Mexico. Aujourd'hui, environ 800 000 Américains vivent au Mexique. France 24 nous en dit plus. Un café en terrasse dans le quartier branché de la Condesa. Après plusieurs longs séjours au Mexique, Andrew, qui vit en Californie, pense s'installer ici. Culturellement, le Mexique est très ouvert. On s'y sent bien accueilli. Une hospitalité qui pourrait bientôt changer. Car le 4 juillet, à 2 pas de là, une manifestation d'un nouveau genre a eu lieu. Des slogans anti-américains, Gringos Go Home, du jamais vu ici. Je ne l'ai pas interprété comme une manifestation raciste. Ce n'est pas comme aux États-Unis où la politique a un fond raciste. Ici, je pense que c'est bien plus une motivation économique. Principal motif du mécontentement, la gentrification. Des loyers et un coût de la vie devenu inabordable pour la plupart des Mexicains qui lient cette inflation à l'arrivée de milliers d'Américains venus s'installer dans cette zone depuis la pandémie. À peu près 70% de notre clientèle est étrangère. Je pense qu'ils apportent beaucoup à notre économie. Mais Jocelyne, elle aussi, a dû déménager contre son gré, loin du centre-ville. Avant, ma famille payait 250 € pour un appartement de 3 chambres. Et maintenant, on paye 300 et dans une zone beaucoup plus éloignée. Partout dans la capitale, les signes de cette gentrification sont visibles, comme la construction de cette tour d'appartements de luxe au cœur d'un quartier populaire. Un signe de plus pour Luis, qui a lui aussi battu le pavé le 4 juillet. Pourquoi ne pas prioriser la population qui est directement affectée par la gentrification? Non, ce n'est pas du racisme ni de la xénophobie, c'est un ras-le-bol. Les commerçants du quartier ont été les premiers affectés par la construction d'un centre commercial huppé au pied de la tour. Avant, on vendait là-bas, sur ce qui est désormais l'entrée du centre commercial. Mais bien sûr, pour ne pas nuire à leur image, ils nous ont chassés de cet endroit. Les habitants de Mexico vivent désormais dans la crainte d'une autre forte augmentation des loyers, celle qui pourrait être provoquée par le mondial de football qui aura lieu ici dans moins d'1 an et qui pourrait faire exploser la demande de logement temporaire. On en a presque pleuré, c'était horrible. Les festivaliers débarquant pour camper à Tomorrowland en Belgique étaient sous le choc hier jeudi au lendemain du gigantesque incendie ayant détruit la scène principale de cet événement électro à la fréquentation monstre. France 24. Voici tout ce qu'il reste de la scène principale de Tomorrowland. Une structure gigantesque de 45 mètres de hauteur, entièrement dévastée. Malgré le sinistre, survenu 2 jours avant l'ouverture du festival,
les organisateurs annoncent son maintien. Jeudi, les centaines de festivaliers venus camper sont partagés entre excitation et tristesse. Ah, c'était déchirant, c'était trop triste. Vraiment, on en a presque pleuré, c'était horrible. Mais on est content que ça puisse se tenir quand même et qu'on soit là. On est dans l'ambiance. On a gardé espoir. On est donc très heureux que le festival ait lieu. Il n'y a plus de scène principale, mais c'est mieux que rien. Mercredi, un incendie dévore la scène et ses décors féeriques de 45 mètres de hauteur, sans faire de blessés. Des dizaines de DJ devaient s'y produire, dont des grands noms de la scène électro comme David Guetta ou Charlotte de Witte. Les artistes devraient se répartir sur les 15 autres podiums du festival. Un immense défi pour l'organisation, alors que 400 000 festivaliers sont attendus au cours des 2 prochains week-ends. Évidemment, voir votre scène principale sur laquelle vous avez travaillé pendant 2 ans partie en flammes, c'est terrible. Mais nous ne nous sommes jamais dit, il va falloir tout stopper. Nous essayons toujours de rester positifs et de chercher des solutions. Si les causes de l'incendie restent incertaines, des témoins ont évoqué des détonations d'engins pyrotechniques, peut-être lancés en guise de test. Le parquet d'Anvers a ouvert une enquête pour incendie volontaire. Un sinistre qui n'empêchera pas Tomorrowland de fêter ses 20 ans d'existence. Et pour clore ce journal, partant au Royaume-Uni, le gouvernement britannique a annoncé hier jeudi qu'il allait abaisser l'âge du droit de vote de 18 ans à 16 ans pour toutes les élections au Royaume-Uni. France 24. À voter. Et pourquoi pas dès 16 ans? L'idée revient régulièrement dans le débat public, mais divise les principaux intéressés. Les décisions politiques nous concernent autant, voire plus que certains adultes. Donc on devrait être autant apte à voter, même si je ne sais pas si tous les jeunes de 16 ans sont aptes à voter, mais je ne sais pas si tous les adultes sont aussi aptes à voter. À 18 ans, tu as pris plus de maturité, que là, je ne suis pas très mature. Ce serait 1,6 million d'électeurs en plus. Le but, remobiliser les jeunes face à une participation en chute constante. Lors des dernières municipales, seuls 28% des 18-24 ans sont allés voter. C'est toi qui m'as appelé. En 2019, Emmanuel Macron s'était dit prêt à y réfléchir, mais depuis le projet est à l'arrêt. La proposition est aujourd'hui portée par l'UNICEF et 32 maires de gauche. On parle beaucoup de la conduite accompagnée, du fait que de plus en plus tôt, on permet à des jeunes d'apprendre à conduire pour leur permettre de mieux conduire. C'est un peu vrai aussi dans le domaine de la démocratie. Si on les amène le plus tôt possible, en conscience, à venir dans le jeu démocratique, eh bien, souhaitons-le, ils se comporteront comme de bons citoyens. Que voterait-il? On n'en sait pas grand-chose. Les instituts de sondage ne les ont pour l'instant pas encore testés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre une émission spéciale présentée par Jean-Claude Indjemalal. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.